Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de présentation du rapport de Bernard Laponche sur les corrosions sous contrainte du parc nucléaire français. Quelques mots d'abord sur cette réunion. Elle est co-organisée par l'Association des journalistes pour l'environnement, la JE et la Fondation pour le progrès de l'homme qui nous accueille dans ses locaux à Paris, rue Saint-Savin. La conférence va se dérouler de la façon suivante, c'est que Bernard Laponche va présenter les messages essentiels de son rapport. Vous pouvez bien sûr poser des questions, mais uniquement sur le chat, et je les relayerai pour des questions de simplicité, d'organisation. Quelques mots sur Bernard Laponche, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est un physicien nucléaire qui a commencé sa carrière au commissariat à l'énergie atomique il y a quelques décennies de cela. Il a ensuite été syndicaliste toujours au sein de la même maison et a participé à la rédaction du premier rapport sur l'électronucléaire qui avait été diffusé par la CFDT à l'époque. Puis Bernard Laponche a participé à la création, avant d'en prendre la direction générale, de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, la FME, qui a été fondue en 1992 dans l'ADEME. Il est maintenant l'un des piliers de l'association Global Chance qui a assuré la coordination de ce rapport. Bernard, quelques mots peut-être sur la Global Chance et puis on commencera à dévoiler les messages clés du rapport. D'accord, merci. Un mot sur Global Chance, c'est donc une association indépendante qui s'est créée en 1992 à l'occasion du sommet de Rio. Et il y avait cinq fondateurs, les pompiers qui étaient des amis, depuis Benjamin Dessus, qui a assuré longtemps la présidence de Global Chance, et Martine Barrère, qui était une journaliste. Entre vous, on connaît. Et le but des mots, c'était par rapport au changement, au bouleversement globaux, au bouleversement nouveau qui s'annonçait, en particulier sur le climat, de montrer qu'en fait, ce n'était pas forcément des épreuves insurmontables, mais qu'on pouvait jouer une autre carte qui serait de la transformation du système. Et nous continuons sur cette voie. Cette conférence de presse qui traduit un travail qui a été réalisé ces 2 derniers mois par une équipe de 5 personnes. 4 personnes, puisque j'ai travaillé avec François Tapezi qui doit arriver, Jean-Luc Thierry qui est présent à ma gauche et Jean-Claude Zerbi qui doit également arriver. Tapezi et Zerbi habitant hors de Paris, et donc avec des problèmes de transport, j'espère qu'ils vont nous rejoindre. Un mot de remerciement, d'une part vis-à-vis des organisateurs, c'est à la fois l'Association des journalistes de l'environnement, l'Association des journalistes de l'énergie, dont vous faites partie, et je vous remercie d'être là. Et deuxièmement, le remerciement à la Fondation Charles-Paul Maurier, d'une part, qui nous a prêté cette salle, qui est très agréable, et d'autre part, qui est un soutien pour l'association Global Chance. Voilà. Alors, le rapport a été distribué. Je ne sais pas si vous devez pouvoir l'avoir sur ce qui se passe pour le rapport. Ça y est, il est diffusé, mais il semble qu'on ait un problème de son. On t'entend très mal, visiblement. Ah. Là, on entend très mal sur l'ordinateur ou là, dans la salle, est-ce qu'on m'entend? Non, c'est sur l'ordinateur qu'il y a visiblement un problème de son. Bon. L'assistance est nombreuse, mais c'est quand même...
bien si les autres entendent aussi. On peut ouvrir. On peut peut-être utiliser celui-là pour l'instant. Oui, mais il ne projettera pas celui-là. Non, non, mais c'est pour le son. Ah, pour le Parce son. que visiblement, les gens entendent à partir de celui-là. Ah. Débrancher ça et on fait avec l'autre. Excusez-nous. Voilà. Alors, est-ce que là, ça marche? Ça marche bien, là. Alors, c'est mieux déjà. Ça marche bien. il ne faut pas qu'on entende en plus quelqu'un. Le rapport. Donc, ce rapport s'intitule, comme vous pouvez le voir, alors, les fissures dans des circuits de sauvegarde de réacteurs du parc nucléaire d'EDF. Alors ça, c'est le problème qui est devenu extrêmement important depuis quelques mois et avec une dimension technique très, très forte, c'est-à-dire qu'à peu près tout le monde essaye de s'expliquer ce qui se passe. Et on a insisté sur cette question d'une analyse historique parce que si le rapport contient pas mal d'informations techniques, ce qui est, à mon avis, le plus intéressant, c'est le comportement des acteurs. C'est-à-dire que dans cette histoire des fissures, ce sont donc les réacteurs nucléaires d'EDF qui sont concernés. Ces réacteurs d'EDF sont contrôlés par l'autorité de sûreté nucléaire et l'autorité de sûreté nucléaire s'appuie sur les travaux de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et qui constitue l'expertise scientifique officielle sur ces questions de sûreté. Et donc, c'est intéressant de voir sur cette affaire, j'appellerais l'affaire des fissures, comment ces trois organismes, un, nous informent, et deux, se comportent. Et donc, autant vous aurez, il y a beaucoup d'explications de caractère technique dans le rapport, autant mon exposé va surtout porter sur cette question, comment sommes-nous informés et qu'est-ce qui manque dans cette information, et à mon avis, il manque malheureusement énormément de choses. Donc, la première, très rapidement, le plan. Le plan de cet exposé, c'est de la découverte de fissures à fin mai 2022. Donc, c'est la période qu'on a étudiée sur cette question de l'information et les explications qu'on a eues, nous, on n'a pas beaucoup plus que vous. C'est une information venant de trois organismes que j'ai cités. Deuxièmement, quelque chose qui commence à être inconnu, curieusement, c'est l'incident de CO1, même réacteur que celui qui a été touché récemment, en 1998 et ses suites. Troisièmement, on a un peu regardé ce qui s'est passé ailleurs, parce que les réacteurs français sont quand même réacteurs à uranium enrichi et eau. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis? Tout ça vient des États-Unis. Troisième chapitre. Quatrième chapitre. Est-ce que ce phénomène, en fait, comme le disent actuellement les organismes concernés, c'est quelque chose d'inattendu? Vous avez entendu ça. C'est inattendu. C'est sérieux, mais c'est inattendu. Alors qu'il y a eu des recherches sur cette question depuis bien longtemps. Et enfin, un chapitre sur d'autres explications possibles, qui ont en particulier été mises en évidence par François Papezi, qui devrait arriver, espérons. Et voilà. Donc, je vais passer en revue ces différents points. Juste un instant. Est-ce qu'on peut couper ton micro? Parce qu'il y a un effet d'écho. Il y a deux micros qui sont ouverts. Et visiblement, nos auditeurs ont du mal à suivre. C'est pour moi, je m'explique mon micro.
il parle ici. Il parle ici. D'accord. Il faut Ah qu'il bon. coupe celui-là. Il faut chercher Zoom. Est-ce qu'il y a une manière de trouver des Je vais autres sessions, des autres Peut-être faire Escape pour réduire la... Voilà. Et est-ce que Zoom est ouvert sur cette machine? Zoom, sûrement. Alors, parce qu'il y a deux micros visiblement qui sont ouverts. Il y a celui-ci. Est-ce que celui-là est ouvert? Bien. Attends, Je sais pas, moi, sûrement, je peux- oui, ben, je sais de... Parce que visiblement, c'est inaudible en visio. Pas du tout. Alors, est-ce que le son est meilleur pour vous maintenant? Oui, très bon là. Oui, c'est d'être Alors, on meilleur. repart. Merci. Alors, il faut que je reparte là, parce que voilà, nous repartons. Donc, donc de la découverte de fissures à fin mai 2022. Donc, quelles sont les informations qui ont été fournies? Alors, en 2021, déjà, on apprend en décembre que dès octobre, EDF avait signalé cette question de fissure sous la forme de ce qu'ils appelaient des indications, à partir de mesures non destructrices, sur les 4 réacteurs du palier M4, c'est-à-dire les réacteurs de 1500 MW de puissance électrique nette. Ces 4 réacteurs, c'est donc les plus puissants en France, les plus récents, puisqu'ils ont démarré à peu près autour de l'an 2000, donc ils arrivaient à 20 ans, la deuxième visite décennale, et ce sont les 2 réacteurs de Civaux sur la Vienne et les 2 réacteurs de Chaux B sur la Meuse, je crois. Et donc, à l'occasion donc, de cette deuxième visite décennale, EDF a détecté ce qu'ils appelaient des indications, mais la SN a très vite confirmé qu'il s'agissait de fissures. Alors, après, le 14 janvier 2022, les défauts constatés sur le réacteur numéro 1 de Civaux sont liés à un mécanisme de dégradation. Vous verrez que les mots employés sont toujours à la fois prudents et pas très faciles à comprendre, enfin, très généraux. Un mécanisme de dégradation, alors, qui fait intervenir simultanément le matériau, c'est-à-dire l'acier de ces fameux des tuyaux. Ces tuyaux étant ce qu'on appelle le tuyau d'injection de sécurité, RIS, qui sert à, en cas d'incident, d'amener de l'eau de secours pour refroidir le réacteur. Donc, ce sont des tuyaux qui sont branchés sur le circuit primaire. Et l'autre type de tuyau, c'est ce qu'on appelle le RRA, c'est-à-dire des tuyaux qui amènent de l'eau lorsque le réacteur est arrêté et qu'il faut continuer à le refroidir, beaucoup moins que le refroidissement normal, mais quand même, il y a une puissance résiduelle qui est liée à la présence de produits radioactifs dans les combustibles, donc il faut continuer à refroidir. Et on a un circuit spécial qui refroidit. Donc là, ce n'est pas du tout accidentel, c'est que chaque fois qu'on arrête le réacteur, il y a un circuit spécial qui vient refroidir le réacteur. Donc ces deux réseaux, ces deux circuits ont eu des fissures.
Et les caractéristiques, donc le matériau de ces tuyaux, on verra plus loin qu'est-ce que c'est, les sollicitations mécaniques auxquelles il est soumis, c'est-à-dire est-ce que ce tuyau, si vous voulez, est bien construit, c'est exactement de la plomberie de salle de bain, hein. C'est-à-dire est-ce que ce tuyau est bien construit, le design est bien fait, donc il n'y a pas de contraintes liées à sa forme et à sa longueur, ou bien est-ce qu'il y a des problèmes donc, de dessin du trajet de ce tuyau. Et enfin, la nature du fluide qui y circule, c'est-à-dire que c'est de l'eau dans laquelle c'est de l'eau borée souvent, et donc il peut y avoir des atteintes chimiques éventuelles. Vous voyez que c'est à la fois très général et très vague. Les quatre réacteurs du palier M4 sont concernés et on découvre aussi que le réacteur de Penly 1, qui lui est de 1300 MW, est aussi touché. Donc il y aurait le palier M4 de 1500 MW et probablement aussi le palier 1300 MW où il y a 20 réacteurs. Donc ça commence à devenir assez important. Le 8 février, donc, on annonce des arrêts programmés sur les 1300 et les 900 MW. Et à ce moment-là, quand on a arrêté les réacteurs, en particulier ceux du palier M4, et qu'on a repéré les fissures, la seule chose à faire pour confirmer, c'est de faire des mesures en laboratoire. Et pour ça, il faut découper le tronçon où on a trouvé les fissures, et on le sort et on l'envoie au laboratoire qui, lui, va confirmer le fait qu'il y a des fissures plus ou moins importantes. Et donc là, on a les premières mesures de la taille de ces fissures qui sont de l'ordre de 0,75 à 5,6 mm, c'est-à-dire un demi-centimètre, mais sur des tuyauteries qui font 30 mm d'épaisseur. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable. On a à peu près un cinquième de l'épaisseur. Les 5,6 mm, c'est la profondeur de la fissure. En plus, il y a la longueur de la fissure et on apprend, je dis apprend par ailleurs parce que ce n'était pas dans les déclarations officielles, mais ça a été découvert un peu par hasard dans un article d'un journal d'ailleurs, qu'au moins l'une d'elles était circonférentielle, c'est-à-dire que cette fissure qui a une certaine profondeur existait sur toute la circonférence du tuyau. Alors, on comprend d'ailleurs que du coup le tuyau est fragilisé parce que si vous avez cette fissure sur toute sur la circonférence, ça fait une fragilité supplémentaire. Le 14 avril, les informations, c'est surtout des caractères factuels, c'est-à-dire les réacteurs qui sont arrêtés, les mesures qu'on va prendre, etc. Il n'y en a pas beaucoup d'informations supplémentaires. Le 14 avril, 12 réacteurs seront arrêtés en 2022. Sur les 1450, en fait, c'est 1500, j'ai fait une erreur, et les 1300 MW, sur donc le RIS, c'est donc le circuit d'injection de sûreté dont je vous ai parlé. Et le 18 mai, on a découvert, alors jusque-là, on nous disait que c'était seulement le niveau de 1500 MW et 1300 MW qui étaient touchés. Et en fait, on s'aperçoit que les 900 MW, c'est-à-dire les premiers, les 34 au départ, et puis 32 puisqu'on a arrêté Fessenheim, sur ces 900 MW, on découvre sur le réacteur de Chinon 3 une fissure, mais non pas sur le circuit de sûreté, mais sur le circuit de refroidissement à l'arrêt dont je vous ai parlé. Donc voilà le tableau des informations qu'on a eues sur cette époque. Alors, après, qu'est-ce qu'on apprend comme, on pourrait dire, sur la question des explications? C'est l'IRSN, en fait, qui donne le plus d'informations sur les aspects techniques. Donc, qu'est-ce que nous dit l'IRSN? On appelle ça la fissuration, la corrosion sous contrainte.
C'est un mot très général qui veut dire à peu près n'importe quoi, puisqu'on a vu tout à l'heure que il y avait à la fois les effets mécaniques, les effets thermiques, etc. Donc, c'est très général. L'IRSN nous dit que c'est un phénomène pernicieux. Pernicieux, ça veut dire qu'il arrive à des moments auxquels on ne l'attendait pas. C'est à peu près ça. Vous savez, c'est un personnage pernicieux, c'est un peu ça. Mais qui est pas attendu. Ça, c'est très important, c'est pas attendu. Bon, on verra. L'IRSN dit bien que s'il y a rupture de ces tuyaux qui justement sont faits pour apporter de l'eau de refroidissement alors que le circuit primaire, lui, ne suffit pas, à ce moment-là, il peut y avoir un accident grave. C'est-à-dire que vous avez le fameux accident qui est un accident lié à ces réacteurs-là, c'est-à-dire la perte de refroidissement. Si vous avez perte de refroidissement, vous pouvez avoir fusion du cœur ou explosion d'hydrogène, enfin, soit Three Mile Island, soit Fukushima. Donc c'est quand même assez embêtant. Ça explique d'ailleurs, c'est ça qui est très, très important, c'est que les 4 réacteurs de 1500 MW ont été arrêtés par EDF, pas sous l'injonction de l'ASN. C'est-à-dire l'EDF s'est rendu compte que c'était suffisamment grave pour arrêter les 4 réacteurs les plus puissants du parc nucléaire. Ça, c'est rarissime. En général, si vous voulez, il y a un arrêt, soit que l'arrêt est causé par un accident, soit parce que l'ASN est intervenue. Là, c'est EDF de lui-même qui arrête ces 4 réacteurs parce que le risque est important. Dans ce que dit l'IRSN, vous verrez dans le rapport, il y a une allusion à des recherches. L'IRSN dit oui, on a fait des recherches, mais il n'y a absolument aucun approfondissement sur ces recherches. On ne sait pas quelles sont ces recherches. Et il y a des débuts d'explication, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être des opérations de fabrication, c'est-à-dire que le matériau lui-même pose des problèmes. Ces problèmes, ça peut être des problèmes qu'on appelle de géométrie, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, la position des tuyaux, est-ce qu'ils sont bien placés, est-ce qu'ils ont certaines fragilités, ou bien la qualité des soudages. Ça, c'est très important parce qu'on verra revenir cette explication très souvent. Et après, l'IRSN donne des informations techniques sur la composition des alliages, de l'acier de ces tuyaux, les alliages austénitiques, qui sont des alliages en particulier dans lesquels il y a du nickel et un certain nombre de compositions. Et l'IRSN nous a fourni la composition exacte de ces aciers des tuyaux. Donc c'est important parce que ça va être un des facteurs. Les informations sur les procédés de soudage qui sont très compliquées, et c'est l'une des faiblesses de l'industrie électronucléaire, comme on l'a vu sur l'EPR. Sur l'EPR, on a eu des tas de problèmes de soudage, et donc il est probable qu'il y ait eu aussi, dans ce cas-là, des problèmes de soudage, et des informations sur les méthodes de contrôle non destructif, qui sont aussi des choses assez complexes. Là, vous avez un schéma particulièrement demandé par l'un des organisateurs, qui est, alors, c'est typique, ce que j'ai mis en bas, c'est l'explication des sigles. Mais ce qui est donné, c'est le schéma, et auquel personne ne comprend rien parce que les sigles ne sont quand même pas en général très connus. Donc, vous avez le circuit, alors là, on ne voit pas très bien, il y a un circuit en jaune, mais je ne sais pas si on le voit. On le voit, le circuit jaune? On le voit à l'écran. On le voit à l'écran, mais pas. Bon, le circuit jaune, c'est ce qui est autour du. Vous voyez le réacteur? Vous avez le réacteur au centre. Montre le réacteur. Montre le réacteur. Au milieu, le réacteur. Non, le réacteur. Au milieu. Au milieu. Ah oui. Ouais, le réacteur. Et au-dessus, à droite, vous avez le générateur de vapeur. Bon. Alors, vous avez à gauche le schéma du RIS, du réseau d'injection de secours, et puis un morceau du RRA, c'est-à-dire le circuit de refroidissement à l'arbre. Donc, vous voyez, ce sont deux circuits qui sont accrochés, qui sont soudés au circuit primaire. Donc, vous avez un endroit où le circuit de secours, qui est plus petit, est soudé sur le circuit primaire.
Le circuit primaire, il y a l'eau chaude, le refroidissement normal qui circule, et puis vous avez éventuellement un apport de l'extérieur qui est un apport d'eau froide. Et ça sera important pour la suite. Deuxième schéma qui est fourni aussi par l'IRSN, c'est un schéma d'ailleurs un peu simplifié, mais qui montre à quel moment on a trouvé les fissures. On les a trouvées dans le coude qui est indiqué avec les deux flèches rouges, dans lequel ce coude est soudé aux deux tuyaux. Et on voit à la fois la possibilité qu'il y ait des défauts dans les soudures, qui serait une des causes de ces fissures, soit dans la soudure elle-même, soit au bord de la soudure. Et là, deuxièmement, l'importance de la forme de ce tuyau. C'est-à-dire que si ce tuyau est très long, avec de très nombreux coudes, on se rend compte qu'il peut y avoir des contraintes qui sont liées au poids de ce tuyau, éventuellement à certaines vibrations, etc. Et là, on voit encore mieux, ça c'est une photo qu'on trouve dans un document de l'ASN, où vous voyez l'emplacement, vous voyez, il y a un emplacement, le tuyau qui est donc ce tuyau de refroidissement, hein, qui n'est pas tout petit, qui est tenu par un collier, et donc vous voyez qu'il peut y avoir quelque chose qui se promène à ce moment-là, et vous avez des fissures sur les deux flèches rouges. Les deux flèches rouges du bas, vous avez une fissure sur une première liaison entre le tuyau et l'autre partie du tuyau, et vous avez deux fissures à cet endroit-là. Et on voit bien que dans une telle architecture, vous pouvez avoir l'ensemble des phénomènes que j'ai décrits, c'est-à-dire à la fois le design et la position du tuyau, la qualité du matériau et la qualité de la soudure, puisque ça se produit dans ce cas-là, justement à l'endroit d'une soudure. Alors, ça, c'est l'IRSN, qui a fourni pas mal de choses, mais pas tout. Par exemple, je vous l'ai dit, on a su par ailleurs qu'il y avait une fissure qui était circonférentielle. On n'a jamais eu officiellement de données sur la longueur des fissures, par exemple. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites, d'une part sur est-ce que ce phénomène, combien il y a eu de fissures, par exemple, sur un réacteur, est-ce qu'on en a trouvé une, est-ce qu'on en a trouvé plusieurs, celui là où on a vu, il y en avait déjà deux à peu près au même endroit. Est-ce que si on a contrôlé des fissures sur certaines soudures, est-ce qu'on a contrôlé toutes les soudures, etc., etc. Alors maintenant, on a vu ce que disait l'IRSN. L'ASN nous dit en janvier, et ça c'est un point très important dans cette affaire, c'est que pour avoir la première idée sur les fissures, on fait des mesures, alors que le réacteur est arrêté, mais que le milieu est radioactif, puisqu'il a fonctionné 20 ans par exemple pour les réacteurs de 1500 MW. Donc tout ça est radioactif. Or, les mesures se font par ultrasons avec des opérateurs qui s'approchent. Donc, il y a un très gros problème, et là-dessus, l'IRSN et l'ASN ont beaucoup insisté sur la radioprotection des travailleurs, en considérant que EDF ne faisait pas suffisamment attention à cet aspect et qu'il y avait un véritable risque pour les travailleurs si on ne faisait pas très attention à la façon dont on faisait ces contrôles. Le 24 février, EDF prévoit de contrôler l'ensemble des réacteurs. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est presque la première fois que ça se produit. C'est-à-dire, on a une inquiétude sur l'ensemble des réacteurs. C'est arrivé certaines fois, hein, mais pas, par exemple, sur les diesels ou sur certains équipements. Et arrive une série, alors ça, c'est très important, et vous pourrez voir le détail dans le rapport, une série de lettres de l'ASN à EDF. Les lettres de l'ASN à EDF, c'est toujours la forme. C'est une lettre qui est relativement courte, en disant à EDF, écoutez, voilà, vous avez fait ça, vous nous avez dit que vous aviez fait ça, mais ce n'est pas tout à fait, etc. Une lettre assez polie. Puis après, il y a des annexes avec des demandes très précises. En février 2022, 11 demandes, dont, quand vous les lirez, vous êtes prié de corriger les erreurs.
c'est pas rien. Si les déclarations d'EDF ont des erreurs, c'est quand même important. Et de définir votre stratégie sur l'ensemble des tuyauteries du circuit primaire principal. Ça veut dire qu'on sort même de RRA et RIS, de regarder l'ensemble des tuyauteries qui sont raccrochées à ce circuit primaire principal. En particulier, en plus de ces deux circuits, les circuits autour du pressuriseur. En deuxième lettre, en 24 février 2022, demande sur la justification mécanique et les hypothèses. Justification mécanique, en gros, c'est que EDF doit faire des calculs pour expliquer si ça va ou si ça ne va pas. Alors, vous vous rendez bien compte que sur des phénomènes compliqués comme ça, les calculs mécaniques sont quand même extrêmement complexes. Donc, la SN dit, écoutez, il nous faut une justification parce que dans des calculs, vous avez à la fois la méthode de calcul et aussi les hypothèses que vous mettez. Donc, c'est très fragile, c'est très fin. Sur l'analyse de sûreté, 3 demandes, la stratégie de contrôle des réacteurs, 6 demandes, et le programme d'expertise en laboratoire, 2 demandes. Je vous demande de transmettre un échéancier de développement des essais non destructifs sur les zones en acier austénitique, et ils sont tous en acier austénitique dans le circuit primaire et dans les tuyaux dont on a parlé, autres que celles des systèmes RIS et RRA. Donc, vous voyez que le spectre s'élargit. Je considère, c'est pas moi, hein, c'est la SN. Allô, salut. Eu égard aux performances du procédé de contrôle. Comment ça va? Écoute, j'étais en train d'essayer d'écouter la confirmation de corrosion sous contrainte sur une figure recontrôlée va vous conduire à réinterroger la situation des autres soudures du réacteur. Je ne comprends rien du tout. Il faut dire que c'est très, très... Ça dépend du nombre de soudures qu'il y a sur le réacteur. Et enfin, la lettre la plus longue, du 11 avril 2022, je vous demande de mettre au jour au plus tard pour le 13 mai 2022 votre stratégie de traitement de la problématique de corrosion sous contrainte, les contrôles, les expertises destructives et les réparations de l'ensemble des réacteurs du parc en service. Donc, ça veut dire qu'il y a une alerte sur l'ensemble du parc, des 56 réacteurs du parc, avec des demandes supplémentaires sur les thèmes suivants: la justification mécanique, que j'ai dit tout à l'heure, les analyses de sûreté, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe du point de vue de la sûreté si, par exemple, il y a des fissures sur un tuyau ou des fissures sur 2 tuyaux, et à ce moment-là, est-ce que c'est acceptable ou est-ce qu'il faut arrêter et remplacer? Sachant que si chaque fois qu'il y a détection après avoir l'alerte par les contrôles non destructifs, s'il y a confirmation d'une fissure, à ce moment-là, il faut découper et remplacer. Et la stratégie de contrôle des réacteurs, la confirmation de présence de corrosion sous contrainte sur une soudure contrôlée doit vous conduire à réinterroger la situation des autres soudures du réacteur. Donc, c'est un programme absolument énorme. Et la dernière information qu'on a eue de l'ASN, le 7 juin 2022, c'est un PowerPoint qui a été projeté au Haut Conseil de l'information nucléaire. Il s'agit d'un événement sérieux et inédit, dont le traitement complet nécessitera plusieurs années. Alors, on va voir en quoi il est sérieux, je pense que ça c'est assez clair. En quoi il est inédit, c'est moins clair, et on va voir par la suite. Mais le traitement nécessitera plusieurs années, ça c'est quand même assez inquiétant sur l'avenir de la production électronucléaire en France. Alors, la fin de cette première partie, c'est qu'est-ce qu'on a eu comme explication sur ces fissures depuis le début. Alors, EDF, en janvier 2022, nous dit que la corrosion sous contrainte est un mécanisme de dégradation qui fait intervenir simultanément ce qu'on a vu, 3 paramètres: le matériau et ses caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire la qualité de l'acier, les sollicitations mécaniques auxquelles il est soumis,
et la nature du fluide. Ça, on l'avait vu tout à l'heure, mais c'était la position, l'explication à l'époque. En mai 2022, EDF nous dit c'est une stratification thermique. C'est-à-dire que cela est dû au fait que l'eau du circuit primaire, qui est très chaude, 320 degrés, pénètre dans le circuit RIS, l'injection de sûreté, et se mélange à une eau plus froide, ce qui engendre des contraintes et au final de la corrosion. C'est-à-dire que c'est la rencontre entre l'eau chaude du circuit primaire et l'arrivée de l'eau froide, et à ce moment-là, vous avez une superposition d'une couche, les deux ne se mélangent pas. Comme dans les rivières, vous savez, on sait très bien qu'en fait, si on envoie de l'eau chaude, par exemple, d'une centrale nucléaire, vous avez un courant pendant longtemps, avant que ça se lance. Là, c'est pareil, vous avez une couche froide et une couche chaude, et à ce moment-là, ça fait une contrainte thermique à l'endroit de la soudure. En janvier 2022, IRSN, les contraintes sont liées aux opérations de fabrication et en particulier aux opérations de soudage. C'est assez différent. Hein. C'est plus la rencontre du froid et du chaud, c'est la qualité du soudage. IRSN, en mai 2022, on revient à les fissures se situent au niveau de la jonction du circuit de sûreté avec le circuit primaire. Donc, reprendre pratiquement l'explication d'EDF de mai. C'est souvent le cas, si vous voulez, quand les gens ne savent rien, ils se raccordent quelquefois à l'explication du voisin. Mais cette explication d'IRSN de mai 2022, l'IRSN nous a dit que bon, il ne fallait pas trop prendre ça au sérieux. Et le président de la SN, le 17 mai 2022, dans son audition par l'OPEX, c'est intéressant d'ailleurs à écouter, la cause principale de ces fissures serait la géométrie, complètement différente des précédentes. La bonne diapo. L'explication serait la francisation de la filière des réacteurs à eau sous pression dès les 1300 MW et les 1500 MW par rapport aux 900 MW construits sous la stricte licence Westinghouse. Les tuyauteries auraient été allongées. Donc là, c'est très fort parce que c'est une accusation de l'ASN contre Framatome. C'est assez rare, puisque c'est Framatome qui a conçu et construit tous les réacteurs depuis le début. C'est Framatome. Alors, Framatome n'apparaît pas souvent parce que Framatome a été d'abord une société dans laquelle il y avait Westinghouse, après a été racheté par Areva, donc c'est devenu Areva à l'intérieur d'Areva. Par exemple, l'EPR a été conçu par Framatome avec Siemens, mais quand Framatome est rentré dans Areva, c'est devenu un réacteur Areva. En fait, c'était toujours le réacteur Framatome. Et après, en 2018, parce qu'il fallait filer du fric à Areva, EDF a acheté Framatome. Mais c'est toujours Framatome. Donc, il y a une attaque de l'ASN sur Framatome en disant vous avez changé la position, la géométrie des circuits en faisant à partir du palier 1300 des circuits plus longs. Et donc, la géométrie du circuit est plus complexe, et donc, ça serait ça la cause principale. En second, les soudures. Donc, vous voyez que si on regarde toute cette diapo, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'en sait rien. Puisqu'il y avait 3 ou 4. Alors, ce qui est possible, c'est que chaque explication soit la bonne. C'est-à-dire que selon les fissures, l'explication soit différente. Mais ce qui pose un très gros problème, c'est-à-dire que si on considère que la solution, c'est de couper le morceau et de le remplacer, vous voyez bien que selon l'explication, selon la cause, le remède peut être utile ou inutile. Si par exemple, c'est la géométrie, le fait de remplacer le tronçon ne change pas grand-chose. Puisqu'à ce moment-là, c'est l'ensemble du dessin du tuyau qui est coupable. Et autre chose, comment vont être faites les soudures sur le tronçon qu'on va remplacer. Parce que si vous faites des soudures qui sont faites comme les précédentes, ce n'est pas très bon. Donc, cette planche-là est vitale pour la suite. Alors, deuxièmement,
et ça c'est quand même assez extraordinaire, c'est que en 1998, sur le même réacteur de Civaux 1, c'est-à-dire il y a 20 ans, 22 ans, Civaux 1 qui venait de 24 ans, c'est la deuxième visite décennale, ils sont toujours un peu en sur ce réacteur de Civaux 1 qui avait démarré à peu près en 2000, 2002, 2000, donc c'était le plus récent, le palier N4. Le réacteur est en arrêt normal, il est refroidi par le RRA. Cette fois-ci, ce n'est pas le RIS, c'est le RRA, parce que le réacteur est à l'arrêt, donc le circuit de refroidissement à l'arrêt fonctionne. Et on a une fuite de 30 mètres cubes par heure sur une voie de ce RRA en aval du T de mélange eau chaude eau froide. Donc, on trouve là l'une des explications qui est donnée aujourd'hui. Et donc, c'est déjà pas mal de se dire que sur le même réacteur, pratiquement la même chose, enfin, le même type de fissure s'est produit sur l'autre circuit, et on ne nous en dit rien aujourd'hui. Ce qui est plus grave, c'est que la décision a été prise pour les 4 tranches du palier N4 de remplacer les zones de mélange à fort écart de température du circuit RRA, c'est-à-dire l'endroit où se rencontre le circuit primaire et puis le circuit RRA, et d'en améliorer la conception et la fabrication. Le cas de Civaux 1 est un cas particulier, ça vous verrez, c'est un peu du détail technique parce que la mise au point de Civaux 1 était différente des autres. Mais les premières modélisations n'ont pas permis d'expliquer intégralement, c'était prudent, la localisation et l'ampleur des dégradations observées, mais la chose remarquable qu'on devrait quand même savoir, qui aurait dû être dit, EDF découpe et remplace les tronçons de RRA concernés par les fissures sur tous les 54 autres réacteurs du parc. C'est-à-dire qu'on a fait en 1998, 99 et 2000, et un peu en 2001, on a remplacé tous les tronçons sur lesquels il y avait des fissures. Et ça, c'est invraisemblable que ça n'ait pas été dit quand on les a trouvés aujourd'hui sur les mêmes réacteurs. Ça veut dire aussi que... Ça, c'est vous qui l'avez... Non, c'est pas, moi, je ne l'ai pas inventé, on l'a trouvé dans la bibliographie. Non, mais aujourd'hui, ce qu'on a eu, c'est ce que j'ai dit au début, et que vous avez eu vous aussi. Mais ils auraient pu dire, ça s'est produit il y a 20 ans, dans telles conditions, et voilà ce qu'on peut en dire. C'est très bizarre. Et plus tard, alors on va voir que non seulement il y a eu ce phénomène qui pour moi est fondamental, c'est déjà passé il y a 20 ans, alors est-ce qu'on va recommencer tous les 20 ans à faire la même chose? Ça pose quand même un problème sur ce qui se passe sur le parc français. Donc ça a été quand même caché, je regrette, mais bon. Et plus tard, la R&D de l'IRSN et du CEA, parce qu'il y a eu plus tard des études, on va y revenir, a montré que si le premier facteur est la sollicitation thermique, des calculs ont montré que le tracé de la tuyauterie, on y revient, a une influence déterminante sur ces sollicitations, aussi bien en amont qu'en aval de la zone de mélange. Donc vous voyez à nouveau, il y a une explication, à part cette histoire eau chaude eau froide, mais il y en a d'autres qui disent, ah, mais attention, il y a aussi la géométrie, ce que dit maintenant la SN. Donc c'est assez curieux, si vous voulez, que lorsque ça a été annoncé, donc on a vu en décembre 2021, personne n'est dit, parmi ces gens-là qui ont l'information, EDF, CEA, EDF, IRSN, ASN, on peut espérer qu'ils savaient ce qui s'était passé 20 ans après, avant quand même. Eh bien non, et ça aurait dû être une information. Désolé. Alors, bon, ça c'est peut-être le plus important, si vous voulez, comme information sur le manque d'informations que nous avons eu, et vous aussi d'ailleurs. Alors, après on s'est dit, là, notre petite équipe, on s'est dit, mais
tous ces réacteurs, grosso modo, ça vient des réacteurs américains. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis? Bonne question. Eh bien oui. Alors, il y a un truc, alors il s'est passé des choses aux États-Unis, puisque vous avez ici, alors ça c'est remarquable, c'est vraiment une trouvaille, une session du Congrès, du comité, il y a un comité sur l'énergie nucléaire au Congrès américain. Donc, une commission, ce qu'il n'y a pas en France, par exemple. Et cette commission, donc, suit les affaires nucléaires. Et là, elle fait une séance le 5 février 1975 sur des fissures. Sur des fissures. Et vous avez là, c'est un extrait des échanges entre les sénateurs, donc ce sont des sénateurs qui constituent ce truc, et l'autorité de sûreté. Monsieur Anders, c'est le patron de l'autorité de sûreté américaine, qui d'ailleurs vient d'être créé un mois avant. C'est intéressant. Il venait d'être créé, et cette autorité de sûreté, ayant eu connaissance qu'il y avait des fissures qui étaient détectées sur des réacteurs, cette fois-ci des réacteurs à eau bouillante, comme Fukushima, pas des réacteurs à eau pressurisée, donc c'est un peu différent des nôtres, on pourra discuter, qu'il y avait des fissures. Et l'autorité de sûreté nucléaire a ordonné l'arrêt immédiat des 27 réacteurs à eau bouillante, qui étaient des réacteurs General Electric, alors que les réacteurs PWR sont surtout Westinghouse, mais d'autres aussi. Les 27 arrêtés immédiatement. Bon. En disant, écoutez, ce truc de fissure, c'est sérieux, comme on dit maintenant nous, c'est sérieux. On sait bien que cette question de fissuration sous contrainte, c'est une question très, très difficile, très compliquée, etc. Donc, on ne veut pas courir de risque, on arrête. On arrête et la discussion, donc ils arrêtent tous les 27 et le Congrès se pose des questions en disant mais attendez, la SN a décidé ça et ça pose quand même un problème. Alors ce n'est pas un problème du même ordre qu'en France parce que le nucléaire en 1975 aux États-Unis représentait 2% de la production d'électricité. Et ça peut être important pour certaines régions. Ils arrêtent les réacteurs alors que... Donc le Sénat ça fait une audition qui dure des heures et des heures et des jours, et vous avez dans le rapport, pas le détail, mais la référence de cette séance du Congrès qui est rapportée 115 pages, vous décrit la séance. Et c'est une merveille. Les questions sont pertinentes, les réponses sont... Et vous avez là un extrait. Dr Mason, c'est un des experts de l'autorité de sûreté nucléaire. Et moi, ce n'est pas prévu. Alors, je ferme. Donc, vous avez un dialogue, enfin une discussion à cette réunion du Congrès. Dr Mason, toutes les fissures qui ont été observées se trouvaient dans ou très près des soudures ou très, ça, il y a 2 fois, très près de la zone affectée thermiquement des soudures. C'est l'un des points sur lesquels nous nous penchons. Donc, eux aussi, ils sont un peu surpris par ce qui s'est passé. Le sénateur Glenn. Alors, le sénateur Glenn, il faut que vous vous souveniez, c'était l'astronaute le plus connu aux États-Unis. C'est lui qui avait fait le premier le tour de la Terre. Et il est devenu sénateur. Et il était assez compétent sur les questions techniques. Et donc, il pose la question, vous supposez à ce stade qu'il s'agissait plus d'un problème de soudure que d'un problème de fabrication de tuyauterie. Dr Mason, comme vous l'avez souligné, il pourrait s'agir d'une combinaison de problèmes de soudure, de contraintes, de vibrations, etc. Monsieur Anders, président de l'autorité de sûreté, pour entrer plus dans les détails, certaines des tuyauteries présentent des fissures peuvent avoir été sensibilisées lors du recuit de la cuve de réacteur elle-même, qui est faite d'un matériau différent. L'une des hypothèses est que la sensibilisation, comme l'échauffement autour d'un assemblage soudé, pourrait constituer un facteur contributif à cette corrosion intergranulaire. Complexe. Sénateur Glenn, alors lui, il a l'air d'être extrêmement compétent,
Si je posais cette question, ce n'était pas pour aller sur un terrain trop technique lors d'une audition comme celle-ci. Je m'inquiétais du fait que si certains de ces phénomènes se produisaient dans certaines de ces tuyauteries de fabrication très spéciale, quelque part au milieu de cette tuyauterie, nous aurions alors un problème beaucoup plus sérieux et nous devrions nous attendre à des défaillances potentielles plus importantes que si nous parlons d'un problème de soudure qui s'est produit par un type de flux ou de matériaux particuliers, quels que soient les éléments impliqués dans une soudure, que nous pouvons vérifier pour nous assurer que dans les futures installations, en revérifiant à l'avance, le caractère homogène de cette soudure est désormais correct. Ce monsieur avait l'air de savoir de quoi il parlait. C'est moins préoccupant dans ce cas qu'un problème de tuyauterie qui est quelque chose de fondamental qui entraînerait un arrêt général. Vous verrez que nous en sommes aujourd'hui à ce stade en France de connaissance du phénomène. Monsieur Anders, il semblerait que ce soit dans la zone de soudure. Donc en 1975, c'est 47 ans avant, ces gens-là se penchaient sur cette question, avaient le même problème et à partir de là, lançaient des études et des recherches qui vont se poursuivre non seulement aux États-Unis et en Angleterre, mais aussi en France. Et là, ce chapitre-là, le chapitre 4, remonte dans le temps en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé en France? Et c'est là, c'est comme l'histoire de tout à l'heure, qu'on ne dit pas que ça s'est passé il y a 20 ans. Pourquoi sont-ils muets sur le fait qu'en 2020, vous trouvez toute une explication sur la corrosion sur contrainte dans le volume de l'IRSN qui s'appelle éléments de sûreté nucléaire, réacteurs à eau sous pression. Vous avez un chapitre. Après, qui décrit le programme EDF sur la corrosion sous contrainte dans les zones en Inconel. Bon. En 2012, déjà, vous avez l'IRSN. Force est de constater qu'une dizaine d'années après le changement de tout l'été du mélange RRA, alors là, curieusement, ils en parlent. La fissuration n'a pu être éliminée et présente même un début de caractère générique sur le palier 900 MW. C'est embêtant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, probablement, le palier 900 MW est aussi touché par les fissures. Du côté du CEA, en 2008, la corrosion dans les réacteurs à eau, phénoménologie, mécanisme, remède. En 2004, un rapport CEA-R 6041 qui vous parle de ça en long et en large. C'est une thèse probablement. En 2003, à nouveau un rapport CEA avec la thèse de Mme Valérie Maillot. Et encore, il y en a beaucoup plus que ça. Donc vous vous rendez compte que tous les laboratoires du CEA, de l'EDF, de Framatome et de l'IRSN, et plus éventuellement d'autres endroits, ont travaillé sur cette question depuis 30 à 40 ans. EDF Framatome, 2005, un article mode de dégradation et maîtrise du vieillissement des tranches REP en exploitation. 2005, atténuation des dommages par traitement de surface. Ça, c'est le titre d'étude. 2000, endommagement par fatigue dans les centrales nucléaires, illustration par quelques cas rencontrés. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi tout ça n'a pas été dit? Tout ça n'a pas été dit parce que, malgré toutes ces études et recherches, on en est au même point. C'est-à-dire, on a bien vu, on n'a pas d'explication satisfaisante à ce phénomène, ou en tout cas, il y en a plusieurs. Alors, François Papizic, il est arrivé ou pas? Ah, mais il est là. Ah, mais tu aurais pu te mettre parmi les auteurs, cher ami. Donc, François Papizic est ici, a découvert Glassini, qui a le plus travaillé là-dessus, parce qu'il est contrôleur de métier. Donc, il connaît les questions de contrôle dans le domaine nucléaire. Nous étions ensemble au CEA dans les années 60, avec Zerbib d'ailleurs. Et donc, pour éventuellement répondre à des questions sur cette question. Et c'est qu'il y a là aussi des écrits, en particulier une thèse et des rapports, des études sur une nouvelle explication
qui est la fissuration par liquation. Alors, la liquation, merde, on ne voit pas le. Elle est en bas. Comment on fait pour. On va le lire. On va le lire. La liquation. Parce que, alors, tout le monde remplace ça par liquéfaction. Non, non, c'est bien le mot qui existe. Vous le trouvez dans le dictionnaire. La liquation est la séparation par échauffement de deux métaux alliés de fusibilité différente. C'est-à-dire que si vous avez un alliage qui a une certaine composition et que vous faites une soudure et que vous avez une différence entre l'alliage et la soudure, vous pouvez avoir, tu expliqueras ça mieux que moi, mais en deux mots, vous pouvez avoir justement la fissuration. Et ça, c'est une explication qui ne figure pas dans les explications plus ou moins officielles des uns et des autres. Mais, donc, on trouve en 1980 des références sur la fissuration par liquation pendant le soudage d'alliages d'acier inoxydable et de nickel. Donc, c'est précisément ces alliages qu'on trouve dans les réacteurs nucléaires. Vous avez un autre document sur une évaluation de la susceptibilité à la fissure par liquation de la zone affectée par la chaleur. Et vous avez en 2019, c'est quand même récent, donc ils doivent quand même connaître cette thèse, la thèse de M. Jaiv Tran, qui après d'ailleurs a été détermination d'un critère de fissuration à chaud par liquation en fonction de la teneur en bord. C'est-à-dire que là, puisque vous vous souvenez, on disait que la qualité du matériau peut jouer. On a vu ça. Et bien dans ce cas-là, ça serait la teneur en bord qui est minuscule, qui est des ppm et 18. Normalement, c'est 18. Et ce qu'ils expliquent là, c'est que ppm parti par million. Donc, c'est vraiment des traces. Et ils disent que là, la règle dit que ça doit être 18, mais le monsieur, Jan Van Tran, explique qu'en fait, ce n'est pas forcément respecté vraiment avec cette précision, et que si c'est au-delà de 50, ça pose des problèmes. Et qu'il peut y avoir justement cette fissuration par liquation. Donc, il faut connaître exactement la teneur de cet alliage. Et la réponse, quand on a demandé, on nous a dit c'est 18. Mais c'est 18 réglementaire. Et il faudrait vérifier si, par hasard, ça ne serait pas passé un peu au-dessus. Donc, cette fissuration à chaud en co-solidification, il y a donc ce que j'ai vu au-dessus. En 2001, déjà en 2001, il y a un rapport du CEA, qui est la thèse de M. Nicolas Quérotte, fissuration à chaud en soudage d'un acier inoxydable austrénitique, c'est-à-dire exactement l'acier de nos tuyaux. Le phénomène de fissuration à chaud peut se produire pendant le soudage selon les conditions de sollicitation thermomécanique, la sensibilité des matériaux concernés. Selon le procédé de soudage, la fissuration peut se produire dans la zone de dilution ou dans le métal déposé. Donc, vous pouvez avoir soit dans la soudure, soit à côté. C'est justement quelque chose et donc, Merci Bernard. On va commencer par prendre les questions des journalistes qui sont dans la salle et puis je prendrai le relais en prenant un premier jeu de questions posées par le chat. Alors, n'hésitez pas à rappeler le média pour lequel vous travaillez. C'est fini maintenant, c'est la discussion. Ben, pour le moment, on est prudent, hein, comme les autres. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que nos trois grands organismes spécialisés plus Framatome, en gros,
ils pourraient dire qu'ils ne savent pas et que ça fait longtemps que ça dure et qu'il y a des recherches et qu'on a détaillé. Ils pourraient très bien avoir dit tout ce que je vous ai dit. On n'a rien inventé. Et même cette histoire de l'équation, apparemment, commence à être prise au sérieux par EDF, puisque dans les articles que je vous ai cités, c'est des articles auxquels ont participé des experts d'EDF. Donc, ça pourrait être une explication, mais donc on pense, François Papezi pense que c'est très probable, il penche plutôt pour cette explication, mais moi je pense qu'il peut y en avoir plusieurs selon ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans certains cas une domination de la côté géométrie, c'est-à-dire que si les tuyaux ont des formes bizarroïdes qui font des contraintes trop fortes, auquel cas il faut refaire le design du tuyau et c'est un problème extrêmement compliqué. Si c'est strictement les soudures, par exemple par l'équation, à ce moment-là, qu'il faut remplacer, combien faut-il remplacer de soudures? Parce qu'à ce moment-là, il peut y en avoir plein qui sont dans ce cas-là. Donc, dans tous les cas, vous avez, en gros, ce que dit l'ASN, il va falloir des années. C'est ça qui est le plus inquiétant. Pardon, la question posée initialement, vous l'avez mal entendu, celles et ceux qui sont en vidéo, était une question posée par Aline Brachet d'AEF, qui était savoir s'il y avait à ce stade une hypothèse privilégiée par Bernard Laponche et ses co-auteurs pour expliquer les corrosions sous contrainte. Autre question dans la salle? Non. Alors, si. Olivier Descamps, pour compléter la question, peut-être ce que vous reprochez du coup à EDF et consorts, c'est de ne pas avoir rapidement imaginé un nombre supérieur de possibilités. Question posée par Olivier Descamps d'Enerpress. Bernard Laponche, reprochez-vous aux autorités de sûreté et à l'IRSN d'avoir privilégié toutes les telles hypothèses ou de ne pas avoir travaillé suffisamment sur cette question? Non, parce que nous constatons comme eux que, bien que cette affaire ait commencé il y a 50 ans, l'ensemble des études et recherches n'ont pas abouti à une solution satisfaisante. Ce que je leur reproche, c'est d'avoir caché le fait que ceci s'était produit il y a 20 ans sur les mêmes réacteurs, avec des phénomènes du même ordre, hein, et que depuis cette époque, et depuis même plus longtemps aux États-Unis, parce que normalement, ils doivent être au courant de ce qui se fait aux États-Unis, je regrette, bon, que depuis 50 ans, et en France depuis au moins 20 ans, sinon plus, il y avait des études, des recherches qui portaient sur ce sujet et qui nous ont dit « Ah, c'est inattendu. C'est inattendu, on ne comprend pas, etc. » C'est quand même, c'est extravagant. C'est extravagant. Normalement, ils auraient dû. Alors, il y a quelque chose de très important que j'ai souligné dans le rapport, mais que je veux dire oralement. Le GSIEN, le groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, avec sa publication La Gazette, a écrit des choses là-dessus dès 1998, avec en particulier une ingénieure qui s'appelait Béla Belbéol, qui était métallurgiste au CEA à Saclay, que nous connaissions, qui est décédée, et qui a fait des papiers incendiaires sur cette question, en disant à la SN, écoutez, ça ne va pas du tout, ils font bruit sur les cuves, etc. Donc le GSIEN, à l'époque, avait publié des choses. Et ils ont publié à nouveau des choses sur la corrosion sous contrainte dans leur dernier numéro, qui est le numéro 296, qui est le numéro qui est sorti, que vous trouvez sur Internet, où ils ont repris des choses qu'ils avaient dites à l'époque. Donc, si le GSIEN a dit des choses, on peut penser que les gens qui s'occupaient de la sûreté à l'époque au CEA et tout ça, en tout cas en 2000, bon, l'ASN n'existait pas en tant qu'autorité indépendante, mais elle existait en tant que direction de la sûreté avec monsieur Lacoste, donc qui n'était pas non plus le dernier des
Au sein du ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie. Donc, si vous voulez, c'est ça qui n'est pas admissible. Pourquoi ne pas avoir dit tout ce que je viens de vous raconter? Est-ce que c'est tellement visible? Quand on voit qu'il y a des rapports de 2020, on se dit, bon sang, si encore il n'y avait que des trucs de 2000. Mais pourquoi ne pas avoir dit, ben, écoutez, on a connu ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on a changé sur tous les réacteurs, sans d'ailleurs savoir l'explication, mais on a changé. Là où on trouvait une fissure, tac, on découpait, on changeait, on découpait, on changeait, on découpait, on changeait. Bien. Eh bien, il faut leur demander. Hein. Moi, j'ai été sidéré. C'est à vous d'explorer, de leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça? Ils vous diront, non, enfin, vous verrez ce qu'ils vous diront. Mais oui, mais vous étiez au courant, mais on n'a pas voulu. Enfin bon. Non, mais effectivement, il faut les interroger en disant, mais attendez, il y a 20 ans, c'est quand même extraordinaire. On a remplacé sur tous les réacteurs. Donc la même chose qu'on devrait faire. L'ennui, c'est que maintenant, on sait plus qu'à l'époque qu'on ne sait rien. Ça paraît paradoxal. Mais là, je crois que en plus, la SN, si vous découpez, si vous faites la méthode, je vais découper le tronçon, le remplacer. Bon. Comment vous découpez? Problème de la radioprotection des travailleurs, etc. Parce que découper des tuyaux qui sont un peu radioactifs, ce n'est pas très facile. Une fois que vous avez découpé, vous l'envoyez au laboratoire. Le laboratoire vous dit, ah oui, votre truc est pourri, il faut le remplacer. Bon, puisqu'il y avait des fissures, etc. Donc, vous devez fabriquer le tronçon qui va remplacer. Mais pour le fabriquer, vous devez soumettre à la SN la façon dont vous allez le fabriquer. Parce que si c'est pour fabriquer un tronçon pourri, ce n'est pas la peine. Donc, quelle va être la qualité du métal? Quelle va être la qualité des soudures? Quelle va être la qualité de la géométrie? Si c'est la géométrie du design qui est coupable, ça ne sert à rien de remplacer un tronçon. Et qu'est-ce qu'on fait si c'est la géométrie qui est coupable? Ce que pense la SN, d'ailleurs, en plus. Donc, la procédure de soigner cette maladie, qui a été finalement faite de façon très rapide en remplaçant en 98, peut-être qu'aujourd'hui, le remplacement n'est pas une explication suffisante, puisqu'en gros, il n'a pas marché, celui de l'époque. Puisque 20 ans après, on est retombé sur les mêmes réacteurs, les mêmes. C'est pas les mêmes, mais à nouveau des fissures. Donc il y a quelque chose qui s'est passé pendant ces 20 ans, et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ne disent rien. En fait, tout ce beau monde est un peu honteux c'est très difficile de dire à des journalistes qu'on est désolé, on n'y comprend rien. Question de Stéphane Signoret. Oui, freelance, indépendant. Du coup, on a l'impression d'être dans une situation insoluble. Comme vous l'avez dit, voilà, on ne sait pas trop la vraie cause, il y en a peut-être plusieurs, elles ne sont pas faciles à identifier. Donc, du coup, les réparations, si c'était la solution, elles seraient probablement longues, coûteuses et compliquées à mettre en œuvre. Et EDF n'est pas forcément dans une position où il peut se permettre de rajouter encore des coûts et du temps d'arrêt de ces réacteurs. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre solution? Enfin, voilà, du coup, on a l'impression d'être avec un gros point d'interrogation. Question de Stéphane Signoret, donc, sommes-nous dans une situation insoluble? On est dans une situation, comme ils disent, sérieuse. Parce que quand vous avez ça aux États-Unis, où ça représente 2% du mix électrique, bon, ça ennuie certaines sociétés, mais là, on est coincé. Et on le vit actuellement, puisque la moitié du parc est arrêté, pas seulement à cause des fissures, mais aussi du tas de trucs à la noix qui se produisent tous les jours. Donc, on est coincé. Et ce qui est très curieux dans cette affaire, je vais le dire au début, c'est qu'on a vu quand même que, avec tous les défauts qu'on a pu, l'IRSN, l'ASN et l'EDF se sont exprimés sur cette affaire, avec tous les manques qu'on a signalés.
Vous n'avez pas un mot de l'administration, c'est pas un mot du gouvernement. Alors que la sûreté nucléaire, la responsabilité de la sûreté nucléaire, c'est le gouvernement. C'est la loi. L'ASN est responsable du contrôle de la sûreté nucléaire. Mais en fait, les politiques se défaussent, n'en parlent pas. Parce qu'ils disent qu'il faut faire des EPR2. Alors, dans la situation actuelle, c'est malin. Et donc, on n'en parle pas. Et en fait, on laisse sur les épaules de l'ASN le choix entre assurer au maximum la sûreté. Ça veut dire que chaque fois que je trouve une fissure, j'arrête. Et puis, assurer au maximum la production d'électricité, puisque déjà, on est à moitié. Donc, si en plus on s'amusait à récupérer les réacteurs, vous voyez un peu ce que ça donne. Et donc, le dernier article nous explique qu'il est probable que l'électricité en France sera vendue à 700 € le mégawattheure l'hiver prochain. Donc, on est effectivement dans une situation d'impasse. Et à ce moment-là, on entre dans une zone grise de risque. D'abord liée à toutes les pannes sans arrêt qui se produisent quotidiennement. Un tel est arrêté parce qu'il y a une vanne qui n'a pas fonctionné, comme ça vous le savez. Et donc, vous pouvez le trouver sur un outil qui est très utile, c'est la newsletter de Sortir du nucléaire, qui sort chaque semaine et qui vous dit tout ce qui se passe. Tous les trucs de l'IRSN, tous les incidents, tous les accidents. Ça, c'est un outil formidable. Et en particulier, les lettres de visite, les inspections de l'ASN qui vont sur les sites et qui vous disent tout ce qui s'y passe, c'est cauchemardesque. Donc, c'est une situation effectivement très, 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 très délicate. Alors là, ce qu'on ne comprend pas aussi sur cette base, c'est les déclarations triomphantes sur on va faire 2 EPR, 6 EPR, 14 EPR. Alors que l'EPR, aucun EPR ne marche actuellement. Il y a l'auto qui a démarré, mais il marche à puissance réduite parce qu'ils ont des problèmes. Taishan 1 et 2, on ne sait pas l'explication toujours. Donc Taishan 1 est arrêté, Taishan 2, on ne sait pas très bien. Peut-être qu'il marche à puissance réduite ou pas du tout. Le Flamanville, le 3, continue à truc. Et enfin, il est probable que ce qui s'est passé à Taishan se répercute sur les autres. Et les fissures, comme l'EPR a été construit à partir du N4, moi, là, je parie qu'on retrouve les fissures sur l'EPR. Mais on ne peut pas les retrouver aujourd'hui parce qu'elles se déclarent quand le réacteur marche. Mais Framatome, c'est bien. Si la géométrie des circuits est celle du N4, ce qui est probable. Je ne sais pas pourquoi ils auraient changé, mais en fait, j'en sais rien. Mais enfin, ce qui est probable. S'il y a les fissures sur les EPR, alors, autant les réparer avant de démarrer plutôt que d'attendre. Ce qui veut dire que les Flamanville continueraient c'est parfait, l'accident n'est pas proche sur l'EPR de Flamanville. C'est quand même une consolation. Mais comment peut-on parler d'EPR2 alors que, on a ces fissures plus tout le reste sur les EPR actuels. Et ça, c'est le mystère. On va prendre des questions sur le chat. Une première question de Muriel Boselli de Montel News. Si les recherches n'ont pas abouti, comment EDF peut-elle proposer une stratégie de réparation à l'ASN? Excellente question. Une bonne analyse. Qui d'ailleurs, mais qui est posée par l'ASN. Vous l'avez vu dans toutes les demandes de l'ASN que j'ai rapidement rappelées. L'ASN demande à EDF quelle est sa stratégie par rapport à ce qui se passe. Et effectivement, si EDF répond « je remplace les tronçons », on peut lui dire « mais alors si c'est un problème de géométrie, ça ne marche pas ». Question d'Antoine de Ravignon qui demande une précision.
Pouvez-vous préciser ce qui se passerait concrètement en cas de rupture d'un circuit RIS ou RRA? D'un point de vue de la sûreté, cette situation justifierait-elle une mise à l'arrêt de tout le parc? Alors, la première partie, c'est qu'est-ce qui peut se passer? Je crois que je l'ai dit assez brièvement. Si vous avez, pour une raison liée à ces fissures, le fait que vous ne pouvez plus alimenter en eau de refroidissement, soit parce qu'il y a eu un incident, c'est-à-dire sur le circuit de sécurité, qu'on appelle l'injection de sécurité, parce qu'il y a une fuite, par exemple, dans le circuit primaire, qui n'est pas forcément dramatique, mais il faut amener l'eau. Si à ce moment-là, le tuyau pète parce qu'il y a eu des vibrations ou parce qu'il y a eu un tremblement de terre, il peut y avoir des tas de causes qui font que lorsqu'il y a une fissure, le tuyau casse. À ce moment-là, votre refroidissement de secours, et s'il y a un tuyau qui casse et puis un deuxième qui casse, donc il faut voir s'il y en a un ou deux, etc., vous avez la perte de refroidissement. La perte de refroidissement, c'est l'accident classique, entre guillemets, pour ce type de réacteur, c'est-à-dire que c'est plus refroidi. À ce moment-là, il y a une augmentation de la température dans le cœur. Les gaines sont fragilisées, et donc il y a une réaction entre le zircaloï, qui est le métal de la gaine, et l'eau, et ça produit de l'hydrogène. Ça peut faire une bulle d'hydrogène. Cette bulle d'hydrogène, déjà, peut exploser. Ce qui s'est passé à Fukushima. Donc là, vous avez, il peut y avoir une quantité importante si l'enceinte de confinement ne résiste pas. S'il n'y a pas d'explosion d'hydrogène ou de vapeur d'eau, vous pouvez avoir la fusion du cœur qui perce le radier. Et à ce moment-là, vous avez, comme à Fukushima, ça peut percer le radier et aller jusqu'à la nappe phréatique. Donc, c'est un accident grave ou un accident majeur qui implique l'évacuation des gens, etc. Et ça, c'est ce qu'a dit l'IRSN. Dès les premiers jours, il a dit, ben oui, il peut y avoir un accident grave à la suite de la rupture parce qu'il n'y aurait pas refroidissement du réacteur. Après, sur les conséquences, là, ça, je ne peux pas en juger. Si ça a entraîné l'arrêt de l'ensemble des réacteurs, ou bien si il faut voir il faut voir ce qui se passe. Il ne faut pas nous prendre pour des juges. Hein. Est-ce que la réponse de l'ASN ou d'EDF aussi, elle lui paraît adaptée à la gravité de la situation? Et pour le moment, il n'y a pas de réponse. Ah, mais ça, le fait d'avoir arrêté les 4 réacteurs, c'est très bien. Mais là où on peut se poser la question, c'est est-ce que ces 4 réacteurs sont beaucoup plus touchés que les autres, ce qui justifierait leur arrêt et pas ceux des autres? Ou bien est-ce que après les 1500, on a arrêté les 4, est-ce qu'il faudrait arrêter tous les 1300? Ça fait déjà 20 réacteurs. Alors, il y a 2 paliers différents. Peut-être qu'il y aurait une différence entre le palier P4 et le palier P'4. Mais moi, j'ai vu des réacteurs qui étaient touchés par les fissures dans les 2 cas. Donc, ça fait 20 réacteurs de 1300 MW. Et après, vous avez 32 réacteurs de 900 MW. On nous dit pour l'instant, enfin au départ, on disait il est probable que les 900 ne sont pas touchés. Puis on a trouvé sur Chinon 3 que c'était touché. Qu'est-ce qu'on va constater sur les autres? Mais ça veut dire que chaque fois qu'il y a une 4e visite décennale des 900, ce qui est court actuellement, vous savez, on fait la visite décennale pour les rallonger. Il faudrait chaque fois en profiter pour mesurer. Mais on ne le fait pas forcément, parce qu'on ne peut pas arrêter les réacteurs trop longtemps. Donc, on est dans une situation dans laquelle vous avez cette impasse entre production et sûreté, et dont l'ASN est consciente. Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'apparemment, personne d'autre. C'est-à-dire qu'au niveau on continue à parler de se construire des EPR, etc. Les politiques vous expliquent que la France, on ne peut pas décider de faire des EPR2 aujourd'hui, c'est clair.
Donc, on n'a pas la réponse à toute cette histoire. Mais ça, justement, ça, c'est vous quoi, qui voulez dire, parce que nous, on le dit, Vax flamans in deserto, pour citer qui? Alors, une question d'Aurélie Barbeau de l'usine Nouvelle. EDF dit que l'EPR à Flamanville 3, le risque est moindre car les lignes sont peu favorables, car plus verticales. Qu'en pensez-vous? Rien. Bon. Je n'ai pas de moyen de savoir, mais c'est quand même extraordinaire la phrase que tu dis. C'est moins vulnérable. C'est ça? Oui. Il faudrait quand même, vous voyez, dans le domaine de la sûreté, c'est un peu embêtant. C'est moins vulnérable, c'est plus ceci, c'est moins cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont verticaux? Ben, expliquez-nous pourquoi. S'ils sont verticaux, la géométrie est moins importante que s'ils sont horizontaux. Enfin, tout ça, c'est du café du commerce, ce type de réponse. C'est moins vulnérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vulnérable, mais moins. Bon. C'est moins cher. Vous voyez, bon. On ne vous entend pas. Sur ce qu'on vient de vous dire, là, d'après ce qu'ils disent, le PR, ça serait moins vulnérable parce que c'est vertical. J'ai aucun moyen de juger là-dessus. Alors, est-ce que le PR2, probablement, ça serait là aussi vertical, puisque c'est copié sur le PR. Donc, probablement, ils vont faire valoir ça en disant sur le. Mais que vous ayez un EPR où c'est moins vulnérable, mais maintenant qu'il est construit, vous pouvez vous dire, bon, mais construire des nouveaux réacteurs dans lesquels c'est simplement moins vulnérable, ça se discute quand même, parce qu'on peut espérer que si on parle de nouveaux réacteurs pour 60 ans, le fait d'être moins vulnérable, ce n'est pas très encourageant. Donc il faut que ce problème soit résolu, une fois pour toutes, pour accepter de construire de nouveaux réacteurs. On ne peut pas se dire ça va être moins vulnérable, mais ça va durer 60 ans, donc bon, ça finira bien par casser. Puis on arrive dans une zone où s'il n'y a pas d'accident, c'est un miracle. Voilà. C'est clair, tous les jours, vous avez des événements qui se passent, vous découvrez des choses, et c'est pas acceptable. Alors, une question de Jacques Terraché. Ah oui. De source CLI de Civaux sur le réacteur 2, il n'y a que des indications, donc pas de fissure avérée. Mais le réacteur est arrêté pour une durée de 18 mois. Est-ce cohérent? C'est bizarre, parce que s'il n'y a aucune confirmation, pourquoi il est arrêté pour 18 mois? Alors en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a découvert des fissures qui sont probablement moins importantes, mais que l'examen complet des circuits n'a pas été fait. Alors, une question de Marie Zarditi, ouais, qui devient journaliste maintenant, visiblement. EDF plaide pour faire durer les réacteurs jusqu'à 50 ans, voire 60 ans. Si on ne trouve pas d'explication claire à ces fissures, l'ASN peut-elle accepter de prendre le risque de cette prolongation? À mon avis, la réponse est non. La réponse est non. Et d'ailleurs, il n'y a pas que cette histoire de fissures. Il y a aussi la tenue des cuves. Il y a plusieurs questions qui se posent sur le prolongement des réacteurs de 900 MW et qu'on avait mis en avant déjà avant l'histoire des fissures. Mais avec l'histoire des fissures, on ne peut pas, à mon avis, décider le prolongement tant que ce problème n'est pas réglé. Parce que s'il faut remplacer, si la solution est de remplacer, il faut remplacer avant de poursuivre. C'est clair. Une question de Roger Spotz. Est-il techniquement possible de changer la géométrie du circuit sur les réacteurs en service? Je ne sais pas. Si, c'est probablement possible, mais dans des conditions
très difficile, d'abord à cause de problèmes justement de radioprotection, parce qu'il faudrait travailler à la limite avec des robots, parce qu'envoyer des gens là-dedans, et donc refaire le dessin des circuits et les déposer par des robots. Je pense que c'est faisable, mais c'est sûrement des durées de travaux très, très, très importantes. C'est probablement faisable. On peut ouvrir. Et les circuits sont irradiants, et donc. Les découper pose déjà des problèmes parce que on produit en découpant ces tuyaux, on produit des aérosols qui sont radioactifs. Donc, les conditions d'intervention, elles sont complexes, quoi. Donc, on ne peut pas couper comme ça et faire intervenir quelqu'un pour mettre au point une technique de découpage. Et probablement, il faudra se résoudre à construire un robot pour faire ce travail. Car ce robot n'existe pas aujourd'hui. Une question en anglais. Alors, le problème semble toucher le palier 900 MW. Contrairement à ce que EDF a dit, cela pose une question de confiance. EDF peut-elle faire tourner des réacteurs cet hiver qui ne seraient pas sûrs? C'est une bonne question, mais la réponse ne nous appartient pas. Il est un peu plus d'11 heures. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Si on avait aussi un sujet la tuyauterie qui avait des tissus, des dépôts, peuvent être des déchets, comment ils peuvent être traités? C'est pas un problème particulier. Je répète la question pour les auditeurs. Si on découpe les tuyauteries à problème, que faire des tronçons découpés? Ce sont des problèmes qui se posent tous les jours dans les grandes installations nucléaires. Et donc, par des techniques de compression ou de découpe, on peut mettre ces éléments découpés dans une poubelle radioactive soudée dans des conditions correctes. C'est un travail qui est particulier, mais qui est pas spectaculaire, qui est réalisé dans beaucoup d'installations nucléaires. Donc, selon les niveaux de contamination, ils seront envoyés à Soullène ou dans d'autres exudats. Ensuite, après, oui. Suivant qu'ils ont été activés ou ils sont simplement contaminés par l'eau du primaire qui a circulé et qui a fait des dépôts qu'on peut nettoyer. Le problème est tout à fait différent parce qu'on peut les décontaminer avant de les constituer en tant que déchets. Y a-t-il d'autres questions en ligne ou dans la salle? Alors oui, en ligne, nous en avons encore. Est-ce une solution pour EDF? Est-ce qu'une solution pour EDF pourrait être de changer les tuyaux et la géométrie, ou n'est-ce pas suffisant? Je crois qu'on a un petit peu répondu. Mais... Oui, mais on a à peu près répondu. Vous avez vu quand même que dans tout ce qu'on a vu, il y a plusieurs explications qui soit sont concurrentes, soit sont complémentaires. C'est-à-dire que si vous dites c'est la géométrie, je vais changer la géométrie, et il faut s'assurer que les soudures soient bien faites. Parce que si vous changez la géométrie, mais que votre système de soudure n'est pas correct, eh bien, vous retomberez avec peut-être un délai différent, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve fondamental, c'est les lettres de l'ASN à EDF qui demandent tout ça. C'est-à-dire que EDF doit prouver que la solution de remplacement répond vraiment à la fois à la question de géométrie, à la question de soudure et à la question de différence de température, qui apparemment sont les trois qui interviennent soit ensemble, soit séparément. Et donc, c'est un problème très difficile
Et alors là où on a du mal à comprendre, c'est le fait, pas à comprendre, mais le fait que l'ASN dise que ce problème prendra plusieurs années. Ça veut dire que pendant plusieurs années, sur le parc existant, il y aura toujours ce problème d'interrogation de quel est le risque, est-ce que le risque est fort ou pas fort, etc. Et surtout, pendant plusieurs années, on ne peut absolument pas décider de quoi que ce soit sur la suite du programme nucléaire. Donc il y a vraiment un hiatus, enfin, un fossé énorme entre la pensée officielle et puis la réalité des faits. Je voudrais rebondir sur les questions qui ont touché à la géométrie. Si on imaginait redesigner la géométrie des tuyauteries problématiques, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème d'encombrement, d'espace, parce que les réacteurs n'ont pas, les bâtiments réacteurs n'ont pas été conçus pour des tuyauteries qui sont plus longues ou... Non, mais c'est pour ça que c'est théoriquement possible, mais c'est extrêmement difficile. Il y a je sais pas, dans le rapport, il y a une figure justement où on voit un peu plus la complexité des tuyaux, et c'est très complexe. Alors, il y a aussi la question des supports. Vous vous souvenez, dans une des images, on a vu le tuyau, la photo du tuyau en réalité. Et il était supporté, mais apparemment, il était supporté par un collier qui tient le truc. Alors qu'on peut imaginer, si on est en train d'ailleurs de faire sur l'EPR pour les vibrations du pressuriseur, d'avoir de coincer les tuyaux entre des parois de béton de façon à ce qu'il n'y ait pas de vibration. Alors que si c'est des colliers suspendus, on voit que ça peut vibrer. Ce qui va faciliter les choses pour refaire les soudures. Non, mais donc c'est vrai que c'est très... Mais c'était intéressant l'histoire des Américains, c'est-à-dire ils ont remplacé leur truc et puis... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on en reste là pour aujourd'hui? Non. Juste une question de détail, le fameux rapport dont on parlait aujourd'hui. Alors, le rapport est en ligne sur le site de Global Chance. Il est également dans le chat. Donc, il est en ligne. Il est public. Ouais. Non, je crois qu'il y avait. Oui, c'est 25 mai. Non, il y avait dans les dates. Bon, ça a été. Il était daté du 29 mai. Oui, c'est ça. Mais il est en ligne et il est public. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire un petit peu difficile. Merci à toute l'équipe de rédaction du rapport qui ont fait un boulot assez infernal en un peu de temps. Et je pense qu'on aura l'occasion de nous revoir sur ce sujet. Merci à vous. Merci à Valérie.